Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis à certains d'entre vous en offre, aujourd'hui nous allons parler de la réplication sur Oracle 12c, le fameux Data Guard. Donc je vous avais promis que j'avais promis à certains en offre que la prochaine fois on parlera de la réplication sur Oracle. Donc aujourd'hui nous allons parler de la mise en œuvre d'une architecture physique comme base de données de secours pour une base de données de production. Comme je le dis tantôt, nous n'allons pas refaire tout un cours de data sur DataGuard. Donc, nous allons juste parler d'une mise en œuvre, pardon, en quelque sorte un certain TP. Donc, cela suppose que tous ceux qui suivent cette vidéo ont des compétences, ne serait-ce que théoriques, pour se retrouver en termes de terminologie et dans tout ce que nous aborderons tout au long de cette vidéo. Avant de commencer, je vais un peu vous présenter mon environnement. Donc, je vais vous présenter mon environnement avant de commencer. J'ai une base de... Une minute, s'il vous plaît. Je vous présente mon environnement. Donc, voici mon environnement. Sur mon site primaire, j'ai une BD. Bon, mon site primaire, c'est un serveur dont le nom est, comme vous pouvez voir, primary.dba.com. L'adresse IP de mon site primaire, c'est 10.11.70.44. L'instance de ma BD qui tourne sur mon site primaire est GESCOM. Le DB name est GESCOM. Le DB unique name est GESCOM. Le domaine name, c'est dba.com. C'est un domaine fictif que j'ai pris. Donc, j'ai pris juste pour vous mettre dans des conditions réelles, des conditions type entreprise. Et le DB global name. Bon, le DB global name est constitué généralement du DB unique name suivi du domaine name. Donc, c'est effectivement gescom.dba.com. Sur mon site secondaire, le nom de mon site secondaire, c'est standby.dba.com. L'adresse IP, c'est la 10.11.70.55. Le SID, c'est-à-dire le nom de l'instance, j'ai donné pour nom d'instance GESCOM, mais ce n'est pas obligé. Vous pouvez donner ce que vous voulez comme nom d'instance. Mais généralement, pour une meilleure administration, je donne le même SID, le même nom d'instance que sur la base de données de production. Le DB name, par contre, les deux sites doivent avoir obligatoirement le même DB name. Ça, ce n'est pas au choix. Donc, le site de production doit avoir le site de secours doit avoir le même DB name que le site de production. Donc, ça veut dire que lorsque je vais créer ma BD de secours, son DB name devra être GESCOM. Le DB unique name, par contre, au niveau du DB unique name, j'ai changé le nom. J'ai dit que sur ma BD de secours, le DB unique name s'appellera RED. Le même domaine name et au niveau du DB global name, vous avez pu constater c'est red.dba.com. Ceci étant dit, nous allons passer directement à la phase de mise en œuvre. Donc, voici mon serveur primaire que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, j'ai une BD qui tourne sur ce serveur. Je vais me connecter directement à ma BD. Pour une minute, s'il vous plaît. Pour ne pas avoir à mettre ce nom à tout moment, je vais directement mettre mon batch, mon SID dans mon batch profile. Ça s'appelait GESCOM. Ok. Ça, c'est pour éviter de faire toujours l'export dès que je me déconnecte avec l'utilisateur Oracle. Donc, je peux directement me connecter à ma BD. Ok. Je suis connecté à ma BD de production. Donc là, on passe directement à la mise en œuvre. Lorsque vous voulez mettre en place une architecture physique DataGuard avec Oracle, la première chose à faire est de s'assurer sur son site de production. Là, nous sommes sur le site de production. Il faut s'assurer dans un premier temps que la base de données est en mode archive log. Ça, c'est la première chose à faire. Sans le mode archive log, la réplication n'est quasiment pas possible. Donc, première chose à faire, on s'assure que la BD est en mode archive log. La commande pour voir le mode sur lequel tourne notre BD, c'est archive log list. Comme vous le voyez, ma base de données est en mode archive.
Si la BD n'est pas en mode archive, vraiment, je ne vais pas vous apprendre ici comment mettre une BD en mode archive. Vraiment, je suppose que c'est un acquis pour tout le monde. Celui qui ne sait pas comment mettre une BD en archive, vraiment, priez de sortir de cette vidéo et aller faire une petite formation de DBA1. Pour mettre une BD en mode archive, je vous explique ça verbalement. Il faut arrêter votre BD. Dès que vous l'arrêtez, vous la démarrez en mode mount. Et dès que vous la démarrez en mode mount, vous saisissez la commande alter database archive log et vous validez. Dès que vous validez, vous ouvrez ensuite votre BD. Celui qui aura les problèmes à mettre une BD en archive log, qu'il le prenne en offre. Et ça sera valable pour tous les petits autres concepts que je vais aborder. Et dès que vous êtes assuré que votre BD est en mode archive log, la deuxième chose à faire, c'est de s'assurer que le mode force logging est activé. Le mode force logging, c'est ce mode qui permet de loguer toutes les transactions qui seront effectuées sur la BD pour qu'on ait une synchronisation quasi parfaite. Sinon, la synchronisation peut être un peu biaisée si ce mode n'est pas activé. Pour le vérifier, c'est simple. Il est situé, ce paramètre est situé dans la vue de performance des databases sur le nom force logging. Bon, je sais qu'il est là, donc moi je le connais directement. From VData, de la database. Voilà, donc vous voyez là, non, il est impératif qu'il soit à yes pour mettre en place une architecture physique. Une architecture physique pour la réplication sur Rack. Donc on va le passer à yes. La commande c'est alter database force logging. Voilà, là si je fais mon select, vous allez voir qu'il a yes. From VDola database. Ok, donc il a yes, très important. La troisième chose à faire, il faut s'assurer que votre base de données est en mode flashback. Le mode flashback a deux principaux avantages que je vais vous lister comme ça. La première, c'est que vu que nous sommes dans une sorte de réplication, ça veut dire que s'il y a un problème, si des mauvaises données ont été insérées, par exemple, dans le site de production, ces données vont se répliquer dans le site de secours. Donc, avec le mode flashback, on a la possibilité de corriger ce type d'erreur. Et le deuxième avantage, c'est que le mode flashback permet de réinsérer un site dans une architecture DataGuard en cas de failover. Lorsque nous allons aborder la partie du failover, je vais vous expliquer comment. En fait, je vais vous expliquer ce que je viens de vous dire en disant que le mode flashback permet de réinsérer un site dans l'environnement DataGuard en cas de failover, un site qui était déjà détruit, quoi. Donc, activez-le d'abord quand même, activez le mode flashback. On vérifie que notre mode flashback est actif. La commande c'est select flashback on, toujours dans la vue de performance VDola database. Le mode flashback n'est pas activé. Pour l'activer, c'est simple. Il faut d'abord arrêter notre machine. On l'arrête. Première des choses, c'est d'arrêter notre BD. Une fois notre BD est arrêtée, on la démarre en mode mount. Startup mount. Une fois la BD démarrée en mode mount, on saisit la commande alter database flashback on et on valide. Notre BD est déjà en mode flashback et là, on peut rouvrir notre BD. Alter database open. Donc, à ce niveau, si nous faisons encore un select flashback on from VDola database, nous nous rendons effectivement compte que le flashback est actif. La quatrième chose à faire, il faut s'assurer que le paramètre, je vous montre le paramètre et je vous explique. Standby file management. La quatrième chose à faire, il faut s'assurer que ce paramètre Standby File Management est à auto. C'est quoi le paramètre Standby File Management? Lorsque vous faites une réplication, si ce paramètre est à manuel, comme dans mon cas, ça veut dire que si j'écris par exemple un nouveau tablespace qui implique la création d'un fichier sur mon site de production, il va falloir que j'aille refaire la même chose manuellement sur mon site de secours pour que les données sur ces fichiers puissent être synchronisées. Par contre, si je change ce paramètre, je le mets à auto,
Dès que je vais créer mon tablespace sur mon site de production qui implique la création d'un fichier, d'un data file, automatiquement, je n'aurai pas besoin d'aller faire ça manuellement sur le site de secours. Ça va se faire automatique. Donc, le tablespace avec le fichier correspondant seront créés. Donc, raison pour laquelle il est impératif de mettre ce paramètre à auto. Et pour le mettre à auto, voici la commande. Alt system set standby file management égale à auto. Virgule. OK. Donc, si je refais un show paramètre standby file management, vous voyez qu'il a auto. Là, c'est bon. La cinquième chose à faire, je la classe souvent de facultative, c'est-à-dire bien redimensionner l'undo retention, et le flashback retention. Je vous montre le paramètre show paramètre undo retention. Je pense que c'est celui-là. OK, donc vous voyez le paramètre undo retention. Le table space undo, vous savez, c'est pour la gestion des segments. Lorsque vous faites une modification, l'ancienne sur une table, lorsque vous faites une modification sur une table, l'ancienne image de la table est d'abord gardée dans les segments undo. De telle sorte que si vous faites un rollback, cette ancienne image est prise pour aller être remise. Mais dès que vous faites un commit, la nouvelle image est maintenue dans la table et l'ancienne image, elle est gardée dans les segments Undo. Et c'est à partir de ces segments Undo et avec d'autres fichiers qui seront générés que on pourra réaliser certaines tâches de flashback. Donc généralement, il est facultatif et bien dimensionné le Undo retention et le flashback retention. Flashback target retention. Je vous montre aussi le paramètre. Flashback target. Non, ok, c'est show paramètre. Bon, je vais directement afficher flashback. Comme ça, il va me montrer tout ce qui concerne le flashback. Ok, donc vous voyez, c'est le DB flashback retention target. En fait, ce paramètre permet de se donner une cible. Il est exprimé en minutes. Donc 1440, ça fait exactement une journée, 24 heures. Donc lorsque ce paramètre est à la valeur 1440 comme ça, donc une journée, ça veut dire que on se donne pour cible de pouvoir revenir avec la BD un jour en arrière. Donc c'est une cible. Ça veut dire que si toutes les conditions sont remplies, la BD pourra revenir un jour. On pourra faire un flashback de notre BD un jour en arrière. Mais ce n'est pas automatique. Donc on a donné cette valeur comme cible. Il se pourrait que pour certaines raisons, nous ne puissions pas revenir un jour en arrière, fonction des données que nous aurons. Mais ça, c'est une cible qu'on se donne ici. Donc, ce n'est pas un truc qui est automatique. Comme on a dit, 1440, ça veut dire qu'on pourra faire notre flashback database pour revenir au jour suivant. Non, ce n'est pas automatique. C'est une cible qu'on se donne. Avec cette cible, Oracle va essayer de gérer automatiquement certains paramètres pour que ce soit possible. Mais si ce n'est pas possible, il va essayer d'approcher. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je dis, bon, c'est facultatif. Mais pour ceux qui veulent, ils peuvent dimensionner ces paramètres. Maintenant, pour les dimensionner, il faut savoir ce que vous dimensionnez exactement. Donc, je ne vais pas les dimensionner. Je vous ai dit c'est facultatif. Moi-même, je vais les laisser. Je les dimensionne généralement quand je suis dans un milieu bien précis, fonction d'un besoin bien précis. Donc ici, je m'aligne avec vous, je ne le dimensionne pas, je laisse comme ainsi. Ok, donc cette cinquième étape est facultative. La sixième étape, c'est la création des fichiers de journée de secours. La création des fichiers de journée de secours, donc la création des... On va faire un peu de ménage. La création des fichiers standby, des fichiers standby log. Pour créer les journaux de secours, il faut d'abord savoir quel est le nombre de journaux de secours qu'on va créer, quelle est leur taille. Alors, concernant le nombre, nous sommes dans une base de données autonome, mono-instance. Ça veut dire que le nombre de journaux de secours à créer est égal au nombre de journaux redo-log de la base plus 1. Dans mon cas, je vais vous montrer, j'ai 3 groupes de fichiers journaux. Donc, select group jazz
from V alors. Vous voyez, dans mon cas, j'ai 3 groupes de fichiers journaux et chaque groupe a un fichier. Donc, je vais créer 4 groupes de fichiers standby, de fichiers de secours, composés de un fichier chacun. Je vous explique un truc. En principe, je ne suis pas censé créer les fichiers de secours, les fichiers journaux de secours sur le site de production. En principe, je suis censé créer ça sur le site de secours. Mais par expérience, et ça c'est généralement tous les DBA le font, quand nous sommes en environnement DataGuard, on a toujours à l'esprit que pour une raison ou une autre, les rôles peuvent s'inverser. Donc, pour une raison ou pour une autre, mon site de production peut devenir site de secours et mon site de secours peut devenir site de production. Donc, pour une raison ou pour une autre, cet événement peut apparaître. Ou bien alors même pour les tests, on peut le faire manuellement avec la commande switch over. On peut le faire manuellement. Si je ne crée pas mes fichiers de journaux de secours ici maintenant, ça veut dire qu'avant de faire cette permutation, il sera nécessaire que je vienne d'abord créer les fichiers là, les fichiers de secours, les fichiers journaux de secours manuellement. Or, lorsque nous on met en place une architecture de DataGuard, dès qu'on a fini, on peut quitter partie. Elle va fonctionner de façon autonome, de telle sorte que même si on fait un switch over, qu'il n'y ait plus aucune action manuelle à faire. C'est la raison pour laquelle on crée aussi ces fichiers journaux sur le site de production. Comme ça, lorsqu'on va dupliquer les fichiers journaux, soit sur les deux sites, et en cas de permutation de rôle, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, c'était un peu l'explication. Donc, comme je disais, concernant les fichiers journaux, nous allons créer le nombre de groupes de fichiers Redo plus 1. Ici, on a 3 groupes de fichiers Redo. Donc, on va créer 4 groupes de fichiers de secours. Et ici, chaque groupe de fichiers Redo est constitué d'un fichier. Donc, je vais créer 4 groupes de fichiers de journaux secours constitués aussi d'un fichier. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il est impératif que vos groupes de fichiers journaux aient la même taille. Ça veut dire, je vous montre, toujours dans la vue log, si je fais un call, je fais un select group js thread, c'est aussi une colonne très importante. 24, je suis en kilo, je suis en méga from vlog. Ok. Donc vous voyez que j'ai 3 groupes de fichiers journaux Redo avec la valeur 1 au niveau de la colonne thread. Cette colonne-ci, elle est importante lorsque nous sommes dans l'architecture rack. En fait, elle représente un peu l'instance. Cette colonne-ci représente un peu l'instance. Si vous voulez oublier cette colonne, mais il faut avoir cette valeur-ci. Il faut toujours retenir cette valeur parce que il faut créer les fichiers journaux de secours de telle sorte que non seulement ils aient la même taille que les fichiers journaux au Redo et la même valeur pour la colonne thread. Donc, la valeur de la colonne qui va nous aider. Mais l'explication du thread en lui-même, soit vous pouvez chercher pour les plus curieux, mais moi, je vais vous conseiller d'oublier. Ça, c'est très important lorsque nous sommes dans l'architecture RAC, Real Application Cluster, où on a plusieurs instances. Mais en mono-instance comme ça, généralement, cette colonne sera toujours à 1. Donc, vous pouvez juste avoir cette valeur sans toutefois chercher l'explication de la colonne thread. Donc, comme je disais, on a 3 groupes de fichiers journaux Redo avec la valeur 1 pour le thread et la taille. Chaque groupe de fichiers a 200 mégas. Je vous ai dit que chaque groupe de fichiers avec un fichier. Donc, chaque groupe est constitué d'un membre dont la taille est 200 mégas. Donc, ça veut dire que je vais créer 4 groupes de fichiers, 4 groupes de journaux de secours constitués chacun d'un membre et avec pour taille 200 mégas. C'est ce que je vais faire. Alter. Je commence par créer le premier alter database add standby log file. Et je vous précise un truc. Moi, je suis en mode OMF, Oracle Manage File. Ça veut dire que, en fait, gestion automatique des fichiers par Oracle. Lorsque nous sommes en mode OMF, on n'a généralement pas besoin de préciser les chemins de fichiers.
vu qu'on a déjà précisé un répertoire à Oracle où il va aller garder tous nos fichiers. Donc, Oracle lui-même sait manager ces fichiers. Il connaît exactement où il doit aller garder le fichier. Lorsqu'on lui donne un répertoire, dans ce répertoire, il va créer un sous-répertoire pour les data files, pour les log files, pour les control files. Ça veut dire que quand je crée un log file ou un standby log file, si vous voulez, Oracle connaît où il va aller mettre ça. Donc, c'est ça un peu l'avantage du mode OMF. Bah, moi, depuis que je connais ce mode, je vous assure, je l'utilise vraiment. La gestion manuelle encore, je ne me rappelle même plus quand je l'ai utilisé. Moi, depuis que j'ai connu ce mode, il me va à merveille. Donc, comme je dis, moi, je suis en mode OMF. Donc, ici, je ne vais préciser aucun fichier. Si vous êtes en mode manuel, à ce niveau-ci, vous devez préciser tout le chemin vers le fichier que vous créez. Moi, je précise rien. Donc, Alt Database, Alt Standby, Log File, Thread. Valeur du thread, c'est combien? 1. Size, 200 mégas. Je ne précise pas l'ordre d'incrémentation du groupe. Oracle lui-même sait à quel groupe il s'est arrêté 3. Donc, il sait qu'il faut que le prochain groupe à créer sera 4. Et je valide. Donc, j'ai créé un premier groupe. Bon, je peux répéter la commande. Et pour répéter la commande, c'est SQL plus c'est slash là. Deuxième groupe créé. Troisième groupe créé. Et quatrième groupe créé. OK. Donc, voilà mes groupes que j'ai créés. Pour vérifier ça, on va utiliser la vue v $standby log. OK, donc select group jazz thread 2024 from v $standby log. OK, donc vous voyez que j'ai 4 groupes de fichiers, 4 groupes de secours constitués d'un fichier chacun de 200 mégabits et avec la valeur thread égale à 1. Je vais vous montrer, quand je dis que chaque groupe a un membre, je vais vous montrer où on voit ça. Donc, je répète, il est très impératif, il dit bien extrêmement impératif que les fichiers secours et les fichiers redo de la base de données de production ont la même valeur thread et la même taille. Sinon, ni la même valeur, ni la même taille, vous aurez toujours des écarts dans votre réplication et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous aurez toujours des écarts. Vraiment, évitez les problèmes. Assurez-vous qu'ils ont la même taille et ils ont la même valeur pour le thread. Je vous montre les membres des fichiers, des groupes de fichiers. De façon générale, que ce soit pour les fichiers Rudo, que ce soit pour les fichiers standby. Pour voir les membres, c'est dans cette vue-ci, vue v$logfile. Donc, je vais formater un peu call member, format A80, set line, 180. Je fais select group jazz member form v$log file. OK. Donc, j'ai le groupe 1 ici. Vous voyez, il y a deux valeurs pour le groupe 1. En fait, c'est ce qu'on appelle le multiplexage. Donc, le groupe 1 a un fichier, mais qui est multiplexé, donc qui est gardé dans deux endroits. Donc, on a le groupe, le premier fichier qui est dans ce répertoire-ci, et une copie de ce fichier qui est dans un autre répertoire, c'est le multiplexage. Mais en fait, ça n'a qu'un seul fichier. C'est pareil pour le groupe 2, pareil pour le groupe 3, pareil pour le groupe 4, groupe 5, groupe 6, groupe 7. N'oubliez pas que les groupes 4, 5, 6, 7, ce sont les groupes de secours que je venais de créer. Donc les groupes de fichiers journaux, c'est les groupes 1, 2, 3 et les groupes de secours, c'est les groupes 4, 5, 6. Ceci étant, donc ça c'est une partie très importante que nous venons d'accomplir. Extrêmement important. Donc il faut créer toujours vos groupes avec le même nombre de membres et avec la même taille et la même valeur pour le trait. C'est très important. Sinon, vous aurez toujours des écarts sur votre réplication. La septième étape ici, là, c'est la connectivité réseau. Il faut créer des listeners sur chaque site et créer des entrées TNS name qui vont nous permettre de nous connecter les sites, qui vont permettre de nous connecter sur chaque site. Nous allons utiliser
ici là, la connexion par mot de passe. Donc, ça veut dire que même si nous sommes sur le site primaire, nous allons utiliser la connexion par mot de passe pour faire notre duplication. Et c'est même avec cette connexion que l'agent DataGuard va essayer de joindre les différents sites. Donc, ça veut dire que même si je suis sur le site primaire, il faut que je crée une entrée TNS pour ce site. Par contre, si nous sommes dans une gestion classique, ce n'est pas important. Mais vu que nous sommes dans un environnement, je veux dire dans un concept bien précis qui est la réplication, il faut que chaque site, par exemple sur le site primaire, même si nous sommes sur le site primaire, il faut que j'ai créé son entrée TNS sur ce site-ci pour que la réplication puisse être possible, pour que la gestion DataGuard, l'agent DataGuard qui va réaliser les tâches de réplication puisse joindre notre site. Passons à la mise en œuvre de ce que je dis. Donc, la première des choses, c'est de créer un listener. Bon, moi, vu que c'est ma BD de production, il y a déjà un listener qui existe. Et ça sera pareil pour vous. Sur les BD de production, généralement, il y a déjà un listener qui existe. On va vérifier ça. Donc, on va se rendre dans le dossier. En fait, ce dossier-ci, c'est le dossier que vous connaissez tous, c'est dans le Oracle Home /network /admin. Mais lorsque les variables sont bien définies, lorsqu'on a fait une bonne architecture, tout ce nom est gardé dans la variable d'environnement TNS admin. Lorsque je fais ls, donc j'ai mon fichier listener.ora. Donc il est là, vous pouvez constater. Donc j'ai déjà un listener qui tourne sur ma BD. Donc vous pouvez constater. Et au niveau du TNS, TNS name. Donc vous voyez que j'ai déjà le TNS pour mon entrée, l'entrée de j'ai déjà une entrée principale pour ma base de données. Mais on va modifier ce fichier. Je vais vous expliquer pourquoi. On va modifier ce fichier. Sortons d'abord. La première chose à faire, comme j'ai dit, c'est de créer une entrée TNS pour le site de production et le site de secours. Ici, là, on a déjà une entrée TNS pour notre site de production. On va rajouter pour le site de secours. Pour le faire, on va se servir de l'outil NetCA que nous tous nous connaissons. NetCA. OK. Configurer un nom de service. Ajouter. Le nom de service, c'est quoi? C'est le nom global de ma BD de secours. Et n'oubliez pas, le nom global de ma BD de secours, c'était quoi? C'est red.dba.com. Donc, le nom de service, c'est le nom global de ma BD de secours. Donc, les noms de service aussi, c'est un peu comme les noms de BD. Maintenant, dans le cas où j'ai un DB, j'ai un domaine name, ça, généralement, c'est le nom global de la BD. Donc, dans mon cas, c'est ce nom-ci, mon site de secours. Donc, je vais l'appeler red.dba.com. Je clique sur suivant. Le protocole de communication TCP, le nom de l'autre, donc le nom de mon serveur de secours, standby.dba.com. Le port de communication, donc sur mon site de secours, le listener qui sera là-bas va écouter les communications sur quel port? Je vais laisser le 1521. Suivant. Voulez-vous effectuer un test? N'effectuez pas un test à ce moment. Passez, mettez non. Le nom réseau, je vais l'appeler RED. Vraiment, je ne vais pas vous faire un cours de connectivité réseau sur la fameuse couche Oracle. Si vous avez vraiment les problèmes, il y a de très bons cours sur Internet qui vont vous résoudre tout ça en un laps de temps. Donc, je vous souhaite vraiment d'aller les lire si ce que je viens de faire vous semble étrange. Je clique sur fin. OK. Donc, je vais rééditer mon fichier TNS. Le voilà. Donc, vous voyez que dans mon fichier TNS, il y a deux entrées. J'ai la première entrée pour mon site de secours, RED, et j'ai la deuxième entrée pour mon site de production, GESCOM. Mais je vais le modifier. Pourquoi? Je vais dire ça comment? Celui qui sera responsable d'assurer la réplication entre mon site de production et mon site de secours, c'est-à-dire l'agent DataGuard, c'est comme ça qu'on l'appelle. L'agent DataGuard aura besoin d'accéder au site, même si les BD sont arrêtés. Vraiment, comprenez ça, l'agent DataGuard
aura besoin d'accéder à un site, même si les BD sont arrêtés. Ça veut dire qu'il doit pouvoir toquer à la porte d'une BD, même si celle-ci est arrêtée. Si elle est démarrée, c'est une bonne chose, il entre. Mais si elle n'est pas démarrée, il reste à la porte. Pour que cela soit possible, il faut qu'on change la valeur si on se connecte plutôt via l'instance. Parce que si on se connecte à partir du service, le service n'est que valable lorsque la BD est démarrée. Ça veut dire que si on laisse cette valeur service, la base est démarrée, c'est bon, l'argent va entrer. Mais si la base n'est pas démarrée, il sera complètement perdu, il ne saura quoi faire, il ne pourra rien faire. Raison pour laquelle il est impératif qu'au lieu de se connecter avec le service name, qu'on se connecte avec le SID. Donc, on va changer ici là en SID. Donc, pour ceux qui connaissent bien la connectivité sur Oracle, ça ne vous est pas étranger. Donc, on va se connecter via le nom de l'instance. Et comme nous l'avons dit, le nom de l'instance sur le site primaire comme sur le site de secours, c'est le nom, c'est GESCOM. C'est pareil ici. C'est GESCOM. Donc, voilà, là, on peut enregistrer. Très important. Donc, il faut absolument qu'on se connecte via le SID. OK, donc on a fini avec notre fichier, on peut le revisualiser. Donc, le voilà, on a une entrée pour le site de secours et on a une entrée pour le site de production. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant demander au listener. On va faire un enregistrement statique des BD chez le listener. Vous savez, les enregistrements statiques. Pour ceux qui se perdent, j'ai fait une bonne vidéo. Il y a une vidéo dans ma chaîne qui traite de l'enregistrement statique et dynamique pour un listener. L'enregistrement statique, ça veut dire qu'on va clairement dire au listener que tu vas écouter la baie de GESCOM. Donc, on va aller enregistrer la baie de GESCOM dans ses configurations pour qu'il puisse clairement l'écouter, même si elle est démarrée ou arrêtée. Pour le faire, on va utiliser l'utilitaire NetManager. Lançons NetManager. On vient dans le local, processus d'écoute. Voilà notre listener GESCOM. Et pour le faire, on vient sur cette liste déroulante, service de base de données. Ici, de façon statique, le listener n'écoute personne. Donc, il écoute de façon dynamique. Nous, on veut écouter statiquement. Donc, on va faire ajouter. Au niveau du nom global, c'est quoi le nom global de notre BD de production? C'est gescom.dba.com. C'est quoi son SID? C'est gescom. Bon, généralement, il n'y a rien à changer. Le répertoire, s'il sera toujours bon, c'est votre home. C'est votre home. Donc, il sera toujours bon. Donc, dès que vous avez fini, vous pouvez cliquer sur enregistrer la configuration réseau et quitter. Si vous venez éditer votre listener, vous allez voir qu'il a changé. Vous voyez, maintenant il y a une entrée. C'est cette entrée qui, dans la configuration du listener, dit au listener de façon statique d'écouter les connexions entrantes pour la DB dont le nom global est gescom.dba.com et l'instance gescom. Nous allons rajouter une autre entrée pour ce listener. Cette entrée, elle est propre à DataGuard. C'est cette entrée que l'agent DataGuard, vous savez ce process qui est responsable de la réplication, l'agent DataGuard. Donc, c'est cette entrée que ce process utilise pour faire la réplication entre les deux BD. Donc, nous allons rajouter cette entrée dans les configurations du listener. C'est impératif, il est impératif qu'on ait cette entrée pour que l'agent DataGuard puisse travailler. On relance notre NetManager. Donc, comme j'ai dit, pour ceux qui ont une connaissance, un cours, au moins des connaissances théoriques sur DataGuard, ils savent de quoi je parle. Pour ceux qui n'en l'ont pas, il est impératif que vous ayez quand même un certain nombre de connaissances avant de venir suivre ce cours. Donc, je vais rajouter cette entrée. Cette entrée, c'est toujours un enregistrement statique d'un service de base de données. Donc, je viens toujours au service de base de données. Vous voyez, j'ai la première entrée que j'ai ajoutée. Je vais cliquer sur ajouter une base de données. OK. Regardez bien. Qu'est-ce que je mets comme nom global de base de données? Je reviens.
Sur mon site de production que voici, le DB unique name, c'est quoi? C'est GESCOM. Donc, c'est GESCOM. Regardez bien la syntaxe. Underscore DGMGL point nom de domaine. Si vous avez le nom de domaine comme moi, dans ce TPG similaire nom de domaine dba.com, vous mettez. Si vous n'en avez pas, vous laissez. Donc, c'est pas obligé. Partout, il y a les noms de domaine là. Si vous avez, vous mettez. Si vous n'avez pas, vous enlevez. Donc, si je n'avais pas de nom de domaine, mon DB global name sera tout simplement GESCOM. Okay. Donc, pour cette entrée qui est propre à l'agenda Taguad, le nom global, c'est le DB Unique Name du site sur lequel on se trouve. Ici, nous nous trouvons sur le site de production. Le DB Unique Name de ma base de données, c'est GESCOM. GESCOM underscore en majuscule. C'est une syntaxe qui est propre, c'est pas au choix. DGMGL, point nom de domaine. Donc, si vous avez remarqué, c'est en quelque sorte mon nom global sur lequel, avant le domaine name, j'ai mis un underscore DGML. Donc, c'est ça exactement qu'il faut faire. Ce n'est pas au choix. C'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est ce que Oracle nous dit pour que la réplication puisse bien marcher. C'est cette connexion-ci que l'agenda Taguad va écouter. Au niveau du SID, le nom de l'instance, c'est le nom de l'instance de notre BD de production GESCOM. Si on n'a pas de problème, dès qu'on a fini ça, on enregistre et on quitte. On peut voir une nouvelle fois que la configuration a changé. Donc on a cette première entrée-ci et on a cette deuxième entrée-ci. Ok, on sort. Vu que c'est... On a ajouté ces entrées dans les configurations du listener pendant que ce dernier était démarré. Donc quand on faisait ces modifications, le listener lui-même était démarré. Il est impératif qu'on le recharge pour qu'il puisse prendre en compte ces configurations. Pour le recharger, c'est avec la commande ls nrctl reload listener. Voilà, donc on a rechargé. Sur le site primaire, c'est bon. Nous allons refaire exactement la même chose sur le site secondaire. Je dis bien exactement la même chose. En principe, si vous voulez même, je pouvais copier les fichiers qui sont ici, j'envoie là-bas. Mais je ne vais pas le faire, je vais aller le faire manuellement pour que ceux qui n'ont pas bien vu ce que j'ai fait puissent se rattraper. OK. OK. Donc, je suis sur mon site. Bon, ça, c'est pour autoriser. Je ne peux pas faire ça. Je me connecte avec l'utilisateur Oracle qui est propriétaire de mon installation. Première des choses, mon site de secours. Généralement, comment on fait pour avoir un site de secours? Parce que quand vous allez toujours trouver un site de production qui a une BD qui tourne, c'est en production, ça tourne. Généralement, pour mettre en place le site de secours, qu'est-ce que moi je fais? Je duplique mon site de production. Lorsque je duplique mon site de production, je fais un petit ménage. Ça veut dire, je supprime d'abord la BD, puisque j'ai dupliqué le site de production. Je supprime la BD. Quand je supprime la BD, ça va me supprimer tous les fichiers correspondants. Avant même ça, avant même de supprimer la BD, je change d'abord le nom de la machine. Dès que je change le nom de la machine, je change l'adresse IP. Dès que je change l'adresse IP, je supprime la BD. Dès que je supprime la BD, je pense que c'est tout. Donc, je fais une sorte de ménage de telle sorte que mon site de production soit clean. Il soit juste comme un serveur sur lequel on a installé Oracle. Clean, exactement clean. Donc, que ce soit juste comme un serveur sur lequel on a installé Oracle. C'est ce qui se passe ici. Donc, il est comme un serveur. Je n'ai que juste Oracle qui tourne là, rien d'autre. Avant ça, je vais aller éditer mon bat profile ou directement renseigner le SID pour ne pas l'exporter en cas de déconnexion de mon utilisateur Oracle. Export, export Oracle SID, GESCOM. OK. J'enregistre le source pour être sûr qu'il n'y a pas de problème et que les paramètres sont chargés. OK. Donc, comme je dis, j'exporte juste mon SID dans mon batch profile pour ne pas le faire manuellement tout le temps en cas de déconnexion de l'utilisateur. Première des choses, je vais créer un
listener. Donc, je crée un listener. Configurer un processus d'écoute. Ajouter. Il s'appelle listener. Il tourne ce protocole de sélectionner TCP. Il utilise quel port 1521. Vous vous rappelez sur le site de production, on a dit que le listener sur le site de secours devait écouter les connexions sur le port 1521. Donc il faut choisir le même port ici. Là. Suivant. Voulez-vous configurer un autre processus? Non. Ok, suivant. Et on a fini. Ok, je vais créer mes entrées TNS. Je vais reprendre seulement exactement la même chose que j'ai fait sur le site de production que je reprends ici. Exactement la même chose. Bon, ici, je vais d'abord créer, après, je vais modifier après. Je commence par le site de production, par le site de sur lequel je suis. Le nom de l'autre, c'est standby.dba.com. Suivant, 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 suivant. Ok, je vais faire suivant. Je crée un autre, je vais l'appeler gescom.dba.com. Suivant. Ici, là, c'est primary.dba.com. Suivant. Non. Puis, non. Non. Fin. Ok. Donc, je viens à cd tns admin. J'édite d'abord mes fichiers TNS là. Quand je les édite, ici, je vais changer. Je vais mettre non gescom. Ici, je vais mettre SID. Je vais mettre le nom gescom. C'est bon. Donc, ici, là, je sors. Maintenant, je vais ajouter mes entrées au niveau de mon fichier listener. Ici, je suis sur mon site de production de secours. Donc, je vais ajouter plutôt l'entrée qui correspond à la base de données de secours. Donc, je suis sur mon site de secours ici. Je vais ajouter l'entrée qui correspond plutôt à la base de données de secours. Donc, c'est red.dba.com. Ici, là, ça dit c'est gescom, n'oubliez pas. Je peux même directement ajouter un deuxième. Donc, vous voyez, voilà le premier, voilà le deuxième. Ici, là, c'est pour l'agent DataGuard underscore .dba.com. Ici, là, c'est gescom. Quand j'ai fini ça, je peux directement faire enregistrer la configuration réseau, quitter. Bon, vu que ici, là, je vais quand même éditer pour m'assurer que tout est normal. Ok, vous pouvez voir, donc voilà la première entrée pour le site RED, pour la BD RED, la deuxième pour l'agent DataGuard. Donc je vais faire un reload pour recharger mon listener. Ok, donc tout est ok. On va faire un test. C'est ici maintenant je fais un test. Étant sur mon site de secours, je vais faire un TNS ping de gescom qui est sur mon site de production. Vous voyez le TNS ping passe. Pareil. Ici là aussi je fais un TNS ping de mon RED. Non, je vais rater c'est TNS ping RED. Ok, donc vous voyez le TNS ping passe. Ça veut dire que mes BD peuvent bien se joindre. Mes sites se joignent bien. Mes sites peuvent bien communiquer entre eux. Donc les BD peuvent se joindre les unes aux autres. La prochaine étape, on a fini avec la connectivité réseau. La prochaine étape, ça sera de créer certains fichiers, notamment le fichier de paramètres, le fichier de mot de passe, éventuellement le fichier de contrôle. Mais avantage encore pour moi qui est en OMF. Moi, j'utilise l'OMF. Je n'aurai pas besoin de créer un fichier de contrôle de secours pour l'envoyer sur ma BD de secours. Je ne vais rien faire.
mon site de secours lors de la duplication va le créer lui-même. Vous voyez, il y a quelques petits avantages comme ça. Certains, peut-être pour faire mieux gérer manuellement les fichiers, leur répertoire. Moi, je sais, je connais la gestion manuelle. Ça, il faut d'abord qu'on se le dise. Avant de basculer sur cette gestion, l'OMF, il est impératif que vous ayez d'abord des compétences sur la gestion manuelle avant de basculer pour que s'il y a problème, vous puissiez switcher entre les répertoires pour voir ce qui ne va pas. Donc moi, j'ai commencé par la gestion manuelle et maintenant j'ai basculé. Je suis maintenant en gestion automatique et elle me va très bien. Donc comme je disais, on va maintenant créer un certain nombre de fichiers sur le site de production qu'on va envoyer sur le site de secours. On va faire un petit ménage. Le premier fichier à créer, c'est le fichier de mot de passe. Mais généralement, lorsque vous créez votre base de données avec l'utilité DBCA, comme c'est mon cas, il crée automatiquement votre fichier de mot de passe et il le garde dans le même répertoire que les fichiers de paramètres. Donc, on va aller dans ce répertoire. Ça, je suppose que tout le monde le connaît. Donc, vous voyez, j'ai un fichier de mot de passe qui est là, Oracle PWGESCOM. Donc, c'est ce même fichier de mot de passe que je vais utiliser sur ma PD de secours, vu que j'ai le même nom d'instance GESCOM. Et il faudrait que les utilisateurs 6 aient les mêmes mots de passe. Bon, je pense que c'est pas... c'est impératif, je pense. C'est impératif comme ça. A priori, c'est impératif. Mais de grâce, utiliser le même fichier de mot de passe, ça va vous supprimer un certain nombre de problèmes. Donc, mon fichier de mot de passe est là. Donc, lui, je n'ai plus besoin de le créer. Celui que je dois maintenant créer, c'est mon fichier de paramètres. Je me connecte à ma BD. Je regarde. Ma BD fonctionne avec quel fichier? Un fichier de paramètres ou un fichier de paramètres serveur. Donc, c'est show paramètres et file. Voilà, donc vous voyez qu'il fonctionne avec le fichier de paramètres spfile. Donc moi, je vais créer un fichier de paramètres init que je vais envoyer sur ma BD de secours. C'est avec ce fichier init que je vais démarrer ma BD de secours en mode nomade. Pour créer un fichier init à partir d'un spfile, c'est très simple. C'est create pfile from spfile. Le fichier a été créé, je peux sortir. Je viens dans le même répertoire. Je fais un ls. Donc vous voyez, voici le fichier que j'ai créé. Ce que je vais faire, je vais le copier, mais plutôt sur le nom. Non, il n'y a rien à modifier vu que les deux sites utilisent le même fichier, le même nom de SID et c'est le nom GESCOM. Donc, ce que je fais maintenant, c'est de copier les fichiers. C'est une copie via le réseau, hein. Donc, je vais faire une copie via le réseau avec le protocole SSL, avec le protocole de sécurité SSL. Donc, j'espère que tout le monde connaît la commande scopy de Linux. C'est une copie via le réseau. Aura PW GESCOM. Je copie aussi le init GESCOM que j'envoie sur mon site standby. Bon, j'envoie sur mon site standby dans le répertoire Oracle Home /dbs. Ok, donc il me demande le mot de passe Oracle sur de mon site standby. Mais juste Oracle. Ok. Donc, mes deux fichiers ont été créés. Je me rends maintenant sur mon site de secours. Je fais un petit ménage. Je pars dans le dossier dans lequel est sauvegardé généralement les fichiers. Donc, voilà les deux fichiers que je viens de créer. Pour le fichier de mot de passe Oracle PW GESCOM, il n'y a rien à changer. Il est OK. Je vais juste modifier quelques petits trucs sur le fichier de paramètres init. Donc, je vais faire vi init GESCOM. Bon, ouvrez-le avec votre éditeur préféré. Hein. Moi, je l'ouvre toujours avec VI. J'aime bien VI. L'avantage que j'ai, c'est que mes deux sites ont le même nom d'instance. Donc, j'aurai très peu de modifs à faire. Vous voyez, c'est le même nom d'instance GESCOM qui est là. Ici, je ne modifie rien. Si j'avais deux noms d'instances différents, il allait falloir que je modifie. C'est aussi un avantage d'avoir le même nom d'instance. Donc, ici, là, il y a des paramètres. Ben, vraiment, ces premiers paramètres, ni toucher, ne touchez pas.
Maintenant, audit file desk, le répertoire d'audit. Vous voyez que il vous dit qu'il garde ses fichiers d'audit dans ce répertoire-ci. Il faut vous assurer que ce répertoire-ci existe sur votre site de secours et que l'utilisateur Oracle qui est propriétaire de l'installation a les propriétés d'écriture et de lecture sur ce répertoire. Donc, j'ouvre un deuxième terminal. Je me connecte avec l'utilisateur Oracle. Je fais cdu01 app Oracle qui est mon répertoire de base. Admin. Donc, je me connecte là. Je fais ls. Donc, vous voyez que ce répertoire n'existe pas. Il est impératif que vous puissiez le créer. C'est là-bas que la BD va déposer ses fichiers d'audit. Donc, moi, je le crée. mkdp pour créer directement la branche GESCOM Adem. OK. Donc, maintenant, vous pouvez le constater. J'ai créé ce répertoire. Vous avez vu, ces dossiers existent déjà parce que, comme je vous dis, moi, je fais une duplication de mon site de production. J'essaye de faire un ménage en effaçant la BD. Donc, quand j'efface la BD, il efface un certain nombre de répertoires, parmi lesquels le répertoire d'audit. Maintenant, lorsque je vais vouloir faire ma duplication, comme dans ce cas, si ce répertoire n'existe pas, je le crée. Et quand je le crée directement avec l'utilisateur Oracle parce que je sais que l'utilisateur Oracle est propriétaire de ce répertoire qui est le répertoire de base. Donc, j'ai créé ce répertoire pour l'audit. Je reviens sur mon fichier. Audit TryArcDB, on ne modifie rien. La compatibilité, on ne modifie rien. Comme je vous disais tantôt, moi, je suis en mode en gestion automatique, en gestion OMF. Donc, je n'ai pas besoin de cette ligne. Oracle lui-même va me recréer les contrôle files et va les stocker au bon endroit. Si vous utilisez la gestion manuelle, il est impératif que vous créez un fichier standby sur votre site de production. Et quand vous créez ce fichier standby, vous l'envoyez sur votre site de secours. Et quand vous l'envoyez sur votre site de secours, au niveau de ce paramètre control file, il faut mettre le chemin jusqu'au fichier standby que vous avez copié du fichier du site de production pour le site de secours. Moi, je suis en gestion OMF, donc je n'ai pas besoin de cette ligne. Je vais la supprimer. Oracle va me créer les fichiers contrôle automatiquement. J'ai supprimé. DB block size, n'y touchez pas. DB create file dex, c'est ce paramètre qui dit à Oracle que vous voulez être en gestion OMF. Ça veut dire que vous lui donnez juste le dossier et lui, il sait comment il va répartir. Je ne touche rien. DB domain name, c'est dba.com, on ne touche rien. DB name, c'est GESCOM, on ne touche pas. Par contre, on va ajouter, j'espère qu'on se comprend, DB name, GESCOM. J'ai dit que pour qu'il y ait réplication, pour que le site de secours puisse être mis en place, il faut que les deux sites aient le même DB name. Très important. Donc, et ici, je vais ajouter un paramètre qui sera le DB unique name. On a dit qu'on appelait notre DB unique name red. C'est bien ça. Donc, j'ajoute mon DB unique name red. Les fichiers, le DB recovery file desk, donc c'est l'espace l'espace de restauration rapide, le fast recovery area. Il faut que je me rassure que ce dossier existe. Bon, généralement, j'efface à ce niveau-ci et je laisse ainsi. Et lorsque j'efface, je me rassure que ce dossier U02 Fast Recovery Area existe. Donc, je viens ici là. Je fais un CD U02. Je suis là. Je fais ls. Donc, je vois que ce dossier n'existe pas. Donc, je le crée. mkd.fast recovery area. C'est bon, il est créé. Donc, mon fichier n'a aucun problème. Si vous voulez, moi j'aime juste mettre comme ça. Si vous voulez, vous laissez même comme c'était là. C'était le slash GESCOM. Vous laissez comme c'était ainsi et vous vous assurez juste que ce répertoire s'il existe. Donc vous le créez. Bon, moi, par souci de commodité, j'aime mettre ça ainsi. DB Recovery File Desk, la taille du répertoire Fast Recovery Area, vous laissez ainsi. Diagnostic, vous laissez ainsi. Vraiment tout, vous laissez ainsi.
Local archive dest 1, location archive. C'est l'endroit où seront déposés les fichiers archive log. Très important aussi, il faut que vous vous assurez que ce répertoire existe. Ce répertoire, lui, il est à la racine. Donc, on va essayer de voir s'il existe. CD archive. On va essayer de voir si l'utilisateur Oracle a les droits sur lui. Donc, le voici. On voit bien que l'utilisateur Oracle est propriétaire de ce dossier, donc il n'y a pas de problème. Donc, NF Language, OpenQSOR, Remote, OK, Undo, OK, c'est bon. L'avantage avec une duplication de l'espace du site de production pour le site de secours, c'est que vous allez utiliser exactement les mêmes répertoires. Donc, il n'y aura pas une nécessité de faire de conversion de nom de répertoire. Parce que si vous utilisez un site de secours qui a des répertoires différents qu'un site de production, il va falloir faire des conversions de répertoire pour que, en dupliquant, Oracle puisse se retrouver. Vraiment, ça devient souvent un peu entre guillemets, compliqué et flou pour vraiment à ne pas avoir ce genre de problème. Moi, je préfère avoir vraiment la même architecture. Et lorsque je vais faire une duplication, je vais dire au Oracle de ne pas vérifier l'unicité des noms des fichiers avec le paramètre no file check name, je pense. Donc, lorsque j'ai modifié mon fichier de init ainsi, je n'ai plus rien à faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'enregistrer et de sortir. Terminé. Je peux même fermer ceci aussi. Ferme le terminal. Donc, je conserve justement uniquement ce terminal. Je fais un clair. Donc, comme je dis, lorsque j'ai modifié mon fichier init ainsi, je n'ai plus rien à faire. J'enregistre juste, je fais les fichiers de secours et de paramètres étant créés et bien mis sur le site de production. Nous allons démarrer notre site de production de secours en mode no mount à partir du fichier init que nous avons créé. Donc, SQL+, on se connecte à notre site de production. Vous voyez, j'ai connecté à une instance inactive. Aucune BD n'existe sur ce site. Du moins, la BD avec le nom d'instance GESCOM n'est pas démarrée sur ce site. Donc, il n'y a même aucune BD sur ce site. Je vais démarrer l'instance en mode no mount. Startup, no mount, pfile. Je vais indiquer le chemin vers mon pfile. 12.2.0 db1 /dbs /init gescom.ora. Je démarre ma BD en mode mount. Donc voilà, ma BD, mon site de secours est démarré en mode no mount. Je vais retourner sur mon site de production. Là, nous entrons déjà vers le vif du sujet. Le bout du tunnel n'est plus loin. Je vais me connecter sur mon site de production et mon site de secours en même temps. À partir de mon fichier de mot de passe que j'ai créé. Target 6. Ma PD ou auxiliary 6. PD de secours. Si il me demande le mot de passe de ma BD, le mot de passe de l'utilisateur 6 de ma BD cible, qui est GESCOM bien sûr. J'ai mis le mot de passe de l'utilisateur 6 de ma BD de secours ou ma BD auxiliaire, qui est la BD Red. J'ai mis aussi. OK, donc vous voyez les connectés. Ça veut dire que non seulement je me suis connecté, mais cela démontre aussi que mes fichiers de mots de passe sont bons. Vous voyez bien, les BD ont le même nom, GESCOM. Connecté à la base de données cible GESCOM, elle est ouverte. Connecté à la base de données auxiliaire GESCOM non montée. Comme je vous ai dit, il est impératif que la base de données de production et la base de données de secours aient le même DB-name. C'est ce DB-name qu'il a utilisé ici. Une fois connecté, je vais procéder à la duplication de mon site de production vers mon site de secours. Avec la
commande duplicate target database for standby from active database. Database do recover no file check name, ou qui n'essaye pas de la no file name check, je pense, oui. Qui n'essaye pas de regarder si les répertoires ont les mêmes. Ok. Donc c'est cette commande qui lance la duplication du site de production vers le site de secours dans un premier temps. Une fois la duplication sera faite, nous allons maintenant établir l'environnement DataGuard. Je vais mettre d'abord une petite pause à la vidéo. Je vais mettre une petite pause à la vidéo le temps que ça finisse. Ça dépend des performances de vos machines. Ok, donc vous pouvez bien voir là, le duplicate est fini. Ça veut dire sur mon site de secours, j'ai déjà ma BD dupliquée. La BD est déjà dupliquée, mais nous n'avons pas encore un environnement DataGuard. Nous avons déjà créé la BD sur le site de secours qui va servir à la duplication, mais nous n'avons pas encore un environnement DataGuard. Maintenant, il faut mettre en œuvre notre environnement DataGuard. Pour mettre en œuvre notre environnement DataGuard, on va commencer par s'assurer qu'un certain nombre de paramètres est bien à un certain nombre de paramètres. En fait, il y a des paramètres qui doivent être activés sur nos sites de secours et primaires. On va se connecter à notre vidéo. On va s'assurer que les paramètres DG bloc star sont à true. Voilà, donc ces paramètres sont alpha. Il est impératif que ces paramètres soient à true parce que c'est à partir de ces paramètres que on active l'agent DataGuard. Vous vous souvenez, l'agent DataGuard que je vous disais, qui sera responsable c'est avec lui, qui sera responsable de l'environnement DataGuard. C'est avec lui qu'on va créer la réplication. Et pour l'activer, on va faire un alt système 7 DG bloc j'ai écrit bloc start égale true. Voilà. On active. Dès qu'on l'a activé, on va faire pareil sur le site de secours. Bon, sur le site de secours, il faut d'abord sortir, puisque la bêta a été arrêtée et démarrée. Si vous tentez quoi que ce soit, on va vous dire qu'il y a une erreur, que la session a d'abord été déconnectée pour démarrer. Donc, sortez d'abord et vous vous connectez. Juste pour test, si vous vous rappelez, on a démarré la BD en mode no mount. Lorsqu'on a démarré avec notre fichier init et nous sommes allés faire la duplication sur le site de production. Mais si vous regardez maintenant, vous allez voir que la BD est en mode mount. Ça, c'est juste un petit test pour vous. Donc, vous voyez, la BD est déjà en mode mount. Activons notre paramètre que qui fait l'objet de notre présence sur ce site, Alter System. Alter System 7 DG, le DG Broker, oui, DG Broker start égale à true. OK. Une fois ce paramètre actif, là, on peut créer notre environnement DataGuard. On va revenir sur notre site de production. Quand nous revenons sur notre site de production, nous sortons de SQL+. Nous allons utiliser l'utilitaire DataGuard Manager, en abrégé DGMGL. Un peu comme la syntaxe au niveau du listener, si vous vous rappelez, DGMGL. Il s'utilise parfaitement comme SQL étoile plus. Donc, nous allons nous connecter à cet utilitaire et c'est à partir de cet utilitaire où nous allons créer une configuration où vous voulez un environnement DataGuard. Et lorsqu'on crée cet environnement, on met notre BD de production qui est notre site primaire et on met notre BD de secours qui est notre site secondaire et on active la configuration pour que la réplication commence. Comme je vous disais, c'est l'utilitaire DG. C'est l'utilitaire DGMGL. Il s'utilise de la même façon que SQL étoile plus. Nous allons nous connecter avec l'utilisateur 6 sur le site GSCOP. Je mets le mot de passe.
Donc, vous voyez, je suis dans l'utilitaire DGMGL Data Guard Manager. La première chose à faire lorsque nous sommes dans cet utilitaire, c'est d'abord de créer une configuration. Ou si vous voulez, c'est de créer créer un environnement data guard, quoi. Donc, il faut créer un environnement data guard dans lequel nous allons insérer nos BD de production et nos BD de site. Donc, comme je dis, il faut créer un environnement de produit, un environnement data guard, une configuration. Je commence d'abord par faire la commande show configuration. Vous montrer qu'il n'y a encore aucune configuration. Donc, la première chose à faire, ça sera de créer d'abord une configuration. Pour créer une configuration, on la crée avec la commande create configuration. Je vais appeler ma configuration formation entre côtes. As, je lui indique le nom de ma baie de ma BD primaire. As primary database is. Dans notre cas, c'est GESCOM. C'est le nom unique qu'on indique ici là. C'est le nom unique, le DB unique name. Connect identifier. Ici là, on lui donne le TNS name, l'entrée TNS qu'on a configurée. Si vous vous rappelez, is GESCOM. OK. Donc, on va refaire un show configuration. Donc, une petite erreur, oui. Show configuration. OK. Donc, vous voyez qu'on a déjà une configuration, on a déjà un semblant d'environnement où notre base de données principale, notre site principal, c'est GESCOM. Le mode de performance, c'est Mac Performance. Je vous explique les modes de performance. Il y a 3 modes de performance lorsqu'on fait une réplication data guard. Le premier mode de performance, c'est le mode max performance. Max performance, ça veut dire que les transactions sont d'abord jouées, exécutées sur le site de production. Après, elles sont transmises au site de secours pour que le site de secours les rejoue à son niveau et pour qu'on ait une synchronisation entre les deux sites. Il y a le mode max disponibilité. Le mode max disponibilité, c'est quoi? Ça veut dire que par défaut, lorsqu'une transaction arrive, elle doit être jouée sur les deux sites, être validée sur les deux sites avant que le OK ne puisse être donné au client. Donc, lorsqu'on fait une transaction, elle est jouée sur les deux sites et elle est validée sur les deux sites avant que le OK ne soit donné au client. Mais si pour une raison ou pour une autre, le site de secours n'est pas joignable, la transaction sera d'abord jouée sur le site de production. Le OK sera donné au client. Et quand le site de secours sera à nouveau disponible, on va faire une régularisation. Donc, cette transaction va être jouée sur le site de secours. Mais par défaut, lorsque l'environnement est bien, lorsqu'il n'y a pas de problème, les transactions sont jouées simultanément sur les deux sites. Mais si pour une raison ou pour une autre, le site de secours n'est pas disponible, la transaction est jouée uniquement sur le site de production. Et lorsque le site de secours sera disponible, il y aura une régularisation. Ça, c'est le mode max disponibilité. Par contre, le mode le plus élevé et qui est encore le mode le plus, je vais dire vraiment, dans des environnements qui ne pardonnent pas, c'est le mode, comment on appelle, attends, comment le nom est en train de... Ok, donc je disais tantôt que le mode le plus élevé, qui est encore le mode le plus vraiment, celui-là, il ne pardonne pas, c'est le mode Max Protection. Max Protection, ça veut dire que quoi? Lorsqu'une transaction arrive, pour que la transaction puisse être considérée comme validée, elle doit s'exécuter, elle doit être validée sur les deux sites. Ça veut dire que le site primaire doit l'avoir exécuté, le site secondaire doit l'avoir exécuté avant que le OK ne soit donné. Si un des sites ne parvient pas à l'exécuter, la transaction ne sera pas jouée. La transaction ne sera jouée sur aucun site. Ça veut dire que j'ai mon site principal, j'ai mon site secours. Le secours, quand la transaction arrive, elle doit être jouée et validée sur les deux sites pour qu'elle puisse être validée. Si un site n'arrive pas à la jouer, elle n'est pas validée. Donc, elle sera tout simplement rollbackée après un certain temps. Donc, vraiment, ce niveau de protection est dans des environnements hautement critiques, généralement comme les banques qui ont besoin toujours d'avoir des données à jour. Donc, ici, je vais laisser
pour moi, à max performance, c'est pas trop peu important. Si vous voulez, vous allez le changer comme vous voulez. Moi, je vais laisser le mien à max, mon mode de protection à max performance. Donc, une fois la configuration créée et on a indiqué GESCOM, la base de données GESCOM comme étant notre site, notre base de données primaire, nous allons ajouter notre base de données secondaire pour dire à l'agent DataGuard que c'est cette base qui est considérée comme le site secours. Pour cela, nous allons utiliser la commande add database, le nom unique de la base de secours, RED, as connect identifier. Ici, on indique l'entrée du TNS, is RED. Attends, ok. Dans la base de données RED a été ajoutée. Vous allez voir qu'on va faire un show configuration. Vous voyez, quand on fait show configuration, il nous dit que la configuration, ou si vous voulez, l'environnement s'appelle formation. Le mode de protection, c'est max performance. Les membres, GESCOM, qui est la base de données principale, et RED, qui est la base de données de secours physique. Bon, ce paramètre, oubliez-le, fonction fatstarve, failover. Généralement, c'est pour ce qu'on appelle l'observeur. Oubliez. Donc, voici notre environnement. On a la configuration qui s'appelle formation, le mode de protection max performance. Les membres GESCOM, qui est la base de données principale, et RED, qui est la base de données de secours physique. On a le statut de notre configuration qui est disable. Donc, notre configuration n'est pas encore actif, n'est pas encore active. Notre environnement n'est pas encore actif. Il est nécessaire qu'on active notre environnement. Et pour l'activer, c'est avec la commande enable, nom de la configuration, format. Et non, c'est enable configuration, tout simplement, pas de nom. Donc, c'est enable configuration. Donc, on fait enable configuration et on attend. Ok, donc nous avons activé notre configuration. Donc, notre configuration est active. En priori, s'il n'y a pas de problème, la réplication doit déjà démarrer. C'est en fait cette enable configuration qui active la réplication. Donc, pour voir si tout s'est bien passé, on va faire show configuration. Voilà, on fait show configuration, on nous signale encore qu'il y a des erreurs. Les erreurs, il faut corriger l'erreur. Et on va, pour voir quelles sont les erreurs, on va essayer d'afficher le statut de chaque membre de la configuration. Donc, on va afficher le statut du membre primaire et du membre secondaire, ou bien du membre de secours. Commençons par le membre primaire. C'est show database GESCOM. On voit que le membre primaire n'a pas de problème. Donc, a priori, le problème viendrait du membre secondaire. OK. Lorsqu'on affiche le membre secondaire, on a cette série d'avertissements. On nous dit avertissement, la valeur de la propriété archive, la target n'est pas cohérente avec les paramètres membres. La valeur n'est pas cohérente, ainsi de suite. Donc, on a un certain nombre de paramètres qu'on nous signale ici qui ne sont pas cohérents avec, avec les paramètres. On dit la propriété archive, la target n'est pas cohérente avec les paramètres de membres. Ok, ce ne sont pas des erreurs très complexes à résoudre. Je vous montre comment on résout cela. Pour résoudre ça, il faut afficher l'ensemble des paramètres qui sont incohérents ou inconsistants pour le membre concerné. Donc ici, le membre concerné, c'est la BD de secours RED. Donc c'est l'ensemble des propriétés inconsistantes ou incohérentes qu'on va afficher pour ce membre. La commande, c'est show database. Le membre, c'est RED. Inconsistent properties. On affiche. Donc voilà un certain nombre de propriétés inconsistantes. Ce sont ces erreurs qui ont été relevées. On nous dit ces propriétés-ci sont inconsistantes. En mémoire, voilà ce qu'on a. Dans le SP file, on n'a rien. Dans le broker, on a ça. Ainsi de suite. Pour chaque paramètre, on a ce qu'on a en mémoire. On a ce qu'il y a dans le SP file et on a ce qu'il y a dans le broker value.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rééditer ces propriétés-ci en leur redonnant la même valeur. A priori, cette valeur ont été perdues dans le SP-File. Donc, le SP-File n'a pas pu les capter. Donc, il faut les rééditer pour les redonner les mêmes valeurs que voici. Et certaines propriétés demandent le démarrage de la BD. Comme vous avez pu le voir ici, je vous affiche. On vous dit ici, le redémarrage de l'instance de base de données est obligatoire pour que la modification de la propriété puisse, pour que la modification de la valeur de la propriété prenne effet. Donc, c'est simple. Vous affichez les paramètres, les propriétés inconsistantes du membre concerné. Vous allez voir trois colonnes. La colonne memory value, SP value, broker value. Généralement, c'est la colonne SP value qui fait problème. Ça veut dire que ces propriétés n'ont pas été captées dans le fichier de paramètres. Ce qu'il faut faire, c'est rééditer chacune des propriétés en lui donnant exactement la même valeur. Il n'y a rien à changer. Donc, ce que je fais, c'est, je commence par la première propriété. Edit database red, qui est le membre qui fait problème. Set property archive lag. Je commence par le premier, target égal à 0. Il y a une erreur. Il y a une erreur de... Attendez. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Attendez. Ah, ok. J'ai écrit property au pluriel. Edit database red. Set property archive lag target égale à 0. Ok, j'ai mis à jour la première valeur. On y va pour la deuxième. On peut même copier si vous voulez. On copie ça. Faites property, copier, coller. La deuxième, c'est log archive max process 6 égale à 4. Quatrième propriété, log archive min succeed test égale à 1. Ça, c'est dans le cas où vous avez cette erreur. Hein. Si vous n'avez pas ces erreurs, la mise à le TPF finit pour vous. Hein, et je vais vous montrer comment on fait pour vérifier que tout se passe bien. Donc, ça, c'est parce que moi, j'ai ces erreurs. J'avoue que je n'ai jamais fouillé pourquoi j'ai ces erreurs. Je me contente souvent de les résoudre. J'avoue vraiment, je n'ai pas encore. La première fois que j'ai mis en place une architecture DataGuard, je ne me rappelle pas avoir eu ce genre d'erreur. Mais récemment, quand j'ai recommencé quelques topos, j'ai eu ces erreurs. C'est vrai que ça m'a un peu questionné, mais bon, je sais les résoudre facilement et je m'active. Peut-être plus tard, je verrai quelle est vraiment la cause de ça. Donc, j'ai mis à jour le troisième paramètre. Je vais mettre à jour le quatrième paramètre. Set data guard sync latency égale à 0. Voilà, je mets à jour le cinquième. Log archive trace égale à 0. Sixième, log archive format égale à, je vais copier tout ça. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Copier, coller. Ah, vous voyez. Vous voyez bien qu'on vous dit avertissement. Le redémarrage de l'instance est obligatoire pour que la modification de la valeur de la propriété prenne effet. On vous dit que la propriété est à jour. Mais pour qu'elle prenne effet, il faut redémarrer l'instance. Quelle instance? L'instance de la base de données RED, donc c'est-à-dire notre instance de secours. Donc, on vient sur notre site de secours. On va sortir. On va se reconnecter. Et lorsqu'on se reconnecte, on fait un CHU immédiat. On arrête d'abord notre BD.
On arrête d'abord notre BD. On arrête notre BD. Et lorsqu'on a arrêté notre BD, on la redémarre en mode mount. Une fois redémarré, on peut revenir sur notre site de production. Bon, on va sortir, on va faire un petit ménage. On va se reconnecter au Oracle. Et là, on va maintenant faire un show configuration. Voilà, vous voyez que la configuration, tout s'est bien passé. Nous avons un environnement déjà opérationnel qui marche. Et pour aller plus loin, je vais vous montrer deux, trois choses. Généralement, c'est le site de Secours. Donc, je vais faire Show Database Red. Quand je fais Show Database Red, il me dit que le statut est bien à succès. Donc, ça veut dire que la réplication est parfaite entre les deux. Pour voir le décalage de transport, c'est-à-dire le décalage de transport, c'est-à-dire c'est le temps entre, pour voir s'il y a des données en retard que la BD de production n'a pas encore envoyé sur la BD de secours. Ça veut dire que est-ce qu'il y a des informations que la BD de production devrait envoyer sur le site de secours qu'elle n'a pas encore envoyé? C'est 0 secondes, donc non. Décalage d'application. Est-ce qu'il y a des transactions qui devraient être appliquées sur le site de secours qui n'ont pas encore été appliquées? 0. Donc, généralement, quand vous avez ces deux paramètres à 0, 0, ça veut dire que vos BD sont en parfaite synchronisation. Tout se passe bien. Donc, voici votre environnement DataGuard mis en place. Donc, généralement, vous pourrez consulter à travers soit la commande Show Configuration pour voir que tout est OK. Ou alors, vous affichez généralement aussi le membre de secours pour voir quel est le niveau de décalage ou bien éventuellement les problèmes. Vous pouvez faire plein d'autres choses. Hein. Ça, vraiment, c'est le fondamental, le niveau intermédiaire pour pouvoir décoller et faire beaucoup d'autres choses. Changer votre mode de réplication, faire un certain nombre de choses. Donc, ça, vraiment, ça, c'est la mise en œuvre typique de DataGuard que je vous ai donné. Maintenant, pour une autre expertise, vous avez déjà le nécessaire pour prendre en main la chose vous-même. Parce qu'il y a l'architecture RAC, il faut mettre en place peut-être un environnement DataGuard pour une architecture RAC. La façon de procéder peut-être sera légèrement différente. Mais avec déjà ces connaissances, vous avez vraiment la main nécessaire pour prendre pour acquérir de nouvelles connaissances. Donc, je vais vous dire merci. Nous avons fait 1h23 minutes. C'est vrai, je n'ai pas vu le temps passer tellement la vidéo était agréable. Je vous dis merci et j'espère que vous avez été, la vidéo a comblé à vos attentes. Pour ceux qui voulaient vraiment avoir une idée de ce qu'est DataGuard, la vidéo a comblé à vos attentes et vous n'avez pas été déçus. Bon, certains me demanderaient peut-être, non, ils aimeraient peut-être ouvrir la base de données de secours pour voir les données effectivement qu'il y a à l'intérieur, pour voir si effectivement il y a synchronisation. Je vous laisse le soin de le faire au travers de la doc que vous allez lire sur Internet, mais il y a ce qu'Oracle appelle l'Active Data Guard. Ça veut dire c'est l'ouverture de la base de données de secours en mode lecture et en mode synchronisation en même temps. Cela entraîne certains frais de licence, donc ne vous amusez pas à le faire sur vos sites. Vous allez le faire, a priori, ça a tous les bêtes. Dès qu'on a fini de faire cette synchronisation, on ouvre notre BD en mode lecture et avec application toujours des transactions. Ça a l'air d'être bête, mais Oracle appelle ça l'Active Data Guard et ça a des frais de licence supplémentaires. Ou bien pour éviter ça, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir votre BD en mode lecture et annuler l'application des transactions. Bon, ça c'est pour des besoins ponctuels. Pour moi, c'est pas trop intéressant. Donc, ce qui est intéressant, c'est de mettre son environnement tel quel, la BD de production en mode mount et à synchronisation, ou alors c'est de l'ouvrir carrément en mode lecture et il y a toujours application des transactions, ce qu'on appelle Active Data Guard. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent faire des tâches de visualisation de certains rapports à partir des données de la BD,
ils peuvent le faire directement sur le site de Secours pour ne pas surcharger le site de production. Mais comme je dis, c'est l'Active Data Guard. Et si vous lisez bien la doc, ça a des frais de licence supplémentaires parce qu'il y a beaucoup de performances en arrière. Donc, je vous dis merci de votre attention et j'espère que la vidéo a tenu, la vidéo a pu combler vos attentes et n'hésitez pas à me prendre en offre s'il y a certains points qui vous semblent un peu flous. Merci et bonne soirée à vous et bon courage.